Alors, comme il était prévu, comme on s'y attendait, comme je l'avais annoncé, le Front National a éclaté, ça y est, c'est fait. Et étrangement d'ailleurs, c'est Marine qui a, on va dire, liquidé Philippot. Je dis étrangement parce qu'en réalité, la ligne Marine, c'était la ligne Philippot depuis au moins 3 ans, puisque, comme je l'avais déjà dit dans Rivarol, Marine n'était pas au-dessus, on va dire, des tendances du front en équilibrant gauche du travail, c'est-à-dire Philippot et droite des valeurs, par exemple Gollnisch. Elle avait tout mis sur Philippot, en laissant complètement à l'abandon la droite des valeurs, en n'allant pas à la manif pour tous, et en laissant une fronde de droitière, effectivement, se monter contre elle, avec notamment le rôle joué de l'extérieur par Ménard, aussi par Collard, qui, je le rappelle, n'est pas au front. Donc finalement, on assiste là à la mise à mort de Philippot, qui est en fait la mise à mort de la ligne de Marine Le Pen, qui n'assume pas ses erreurs, puisque finalement, Philippot, c'était le cerveau de Marine Le Pen depuis des années. C'est sur le fond que l'influence de Philippot est décisive. Il va convaincre Marine Le Pen d'infléchir la ligne politique du vieux parti d'extrême droite. Car ses analyses l'ont persuadé d'une chose. C'est en séduisant l'électorat populaire déçu par la gauche que le FN peut gagner les élections. Le programme du Front va s'en ressentir. Défense du service public et des retraites, relèvement du SMIC, tout est mis en œuvre pour séduire cet électorat populaire frappé par la crise. Et là, en tuant Philippot, parce qu'elle l'a poussé dehors en lui retirant toutes ses responsabilités, elle sauve sa tête. C'est la première chose qu'on constate de manière assez immorale, parce que dire qu'elle assume pas, parce que c'est quand même elle qui s'est vautrée lamentablement face à Macron. Il faut aussi s'attaquer aux associations qui vous soutiennent, Monsieur Macron, comme l'UEIF, des gens qui sont venus exprimer leur haine des Juifs, leur haine des homosexuels. Et on peut vraiment légitimement penser que Philippot aurait été bien meilleur face à Macron dans un tel débat. Comment se structure l'économie mondiale ? Je sais comment elle se structure dans votre tête, Monsieur Macron. La vie ne s'apprend pas dans les cours chez Rothschild ou dans les cours de bourse. Donc en fait, elle tue Philippot, qui était sa tête pensante choisie par elle pour ne pas, elle, être mis trop en difficulté. Il a choisi le positionnement un peu de victimisation, un habillage de victimisation, alors que j'ai le sentiment, si vous voulez, que le débat que j'ai voulu, de refondation du Front National, il avait du mal, manifestement, à l'intégrer. Et elle est bien évidemment applaudie par son compère Alliot. Monsieur Philippot voulait tout diriger, et j'allais dire, il a explosé en plein vol de ses propres contradictions. C'est un sectaire. La vérité, c'est ça, c'est un sectaire. Il fasse attention à son entourage. Moi, je ne suis pas soralien. Et surtout, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle a compris que la marche vers le pouvoir, c'était foutu, que le Front n'accéderait pas au pouvoir par les urnes, et donc n'accéderait pas au pouvoir du tout, et que maintenant, on voit bien que son but est de sauver sa boutique, on est vraiment dans une sauver sa boutique, et avec ses compères là, en renonçant, comment dirais-je, à une analyse globale qui en fait articulait les deux souverainismes, c'est-à-dire le souverainisme de gauche, qui est celui de Philippot et de Sapir, qui était le souverainisme, on va dire, sérieusement politique, c'est-à-dire économico-social et monétaire. Moi, je veux dire l'intérêt immédiat, l'intérêt d'une monnaie nationale, de la souveraineté monétaire. D'abord, un intérêt politique, on ne vit pas sous chantage d'une banque centrale européenne qu'on ne maîtrise pas. Moi, je n'accepte pas en démocratie de vivre sous le chantage d'une banque centrale de Francfort. Et le souverainisme de droite qu'on va appeler par euphémisme culturel, qui est en fait ethnico-racial. N'en déplaise à certains, la France est une terre aux racines chrétiennes, de droit romain et de philosophie grecque. Il fallait bien évidemment articuler les deux, en comprenant que pour arriver finalement à sauver le souverainisme, on va dire, culturel, c'est-à-dire la France chrétienne, il fallait d'abord reprendre le pouvoir par le souverainisme économico-social, c'est-à-dire le souverainisme monétaire. Quand on renonce à articuler correctement ces deux mamelles du souverainisme, on cesse d'être sérieux politiquement. Parce que même si le but, c'est de sauver la France éternelle, chrétienne, européenne et blanche, ça passe par la reprise du pouvoir politique, et notamment sur les frontières et la monnaie, donc par la sortie de l'Union européenne. Si la France, demain, prend une position, par exemple, je veux quitter Schengen, cette position déplaira à l'Union européenne. L'Union européenne a une arme de destruction massive en main qui s'appelle la Banque centrale de Francfort. Oui, mais ça, on connaît tous. Non, je finis juste la phrase pour que tout le monde comprenne. Cette Banque centrale européenne, si elle n'est pas d'accord avec nous, elle peut nous couper le robinet du financement bancaire. Oui.
parce que nous n'avons pas notre propre monnaie nationale. Et donc la France est sous chantage, et donc la France ne peut pas mettre en place la politique qu'elle souhaite. Marine a été incapable de faire comprendre ça aux Français, c'est sa responsabilité. De toute façon, il ne fallait rien lâcher là-dessus. Nous sommes résolument européens. Nous devons définir quels mécanismes démocratiques nous permettront de réformer l'Europe. C'était il y a 10 jours. Aujourd'hui, dans Valeurs Actuelles, elle assure qu'on peut améliorer la vie quotidienne des Français dans de nombreux domaines sans quitter l'Europe ni l'euro. Elle affirmait le contraire depuis 10 ans. Elle a compris finalement que si elle voulait survivre, il fallait qu'elle joue le rôle d'idiote utile du système de domination tel que je le racontais, rappelez-vous, à l'époque chez Tadei. Puisque les deux forces, les deux vecteurs de puissance contre l'islam, qui ont les moyens de réinviter ou pas Marine Le Pen dans les médias, elle n'est pas automotrice, elle n'a pas les moyens de passer la barrière des médias. Elle passe la barrière des médias, on la laisse dire des choses intéressantes sur l'économie, parce qu'elle va assumer devant l'histoire, en tant qu'extrême droite, la responsabilité de la montée de l'anti-islamisme. C'est-à-dire qu'elle va réduire le Front National à ce qu'il était à l'origine, c'est-à-dire un parti d'extrême droite qui montre du doigt le musulman, sans pour autant faire en sorte de fermer les vannes de l'immigration, puisque pour fermer les vannes de l'immigration, c'est le souverainisme Philippot qui est fonctionnel. Si on n'a pas nos frontières, notre monnaie, notre armée, nos lois souveraines, on mentira aux Français. On fera du Hollande, du Sarkozy, du Macron, on vendra des salades. Si on veut faire un constat de l'épopée Marine, c'est que finalement Marine avait renoncé à la doctrine par la dédiabolisation, on va venir sur ce que c'est que la dédiabolisation d'ailleurs, avait renoncé à la doctrine pour arriver au pouvoir, et au résultat, au final, il n'y a ni pouvoir, ni doctrine. C'est-à-dire qu'on est dans la dédiabolisation pour rien. C'est-à-dire que le Front National, finalement, s'est dissous dans la normalité, et on en est là aujourd'hui. Oui, parce qu'en réalité, on a dit Marine a choisi la dédiabolisation pour pouvoir se rapprocher du pouvoir. Et la question c'est, qu'est-ce que la dédiabolisation ? C'est le contraire de la diabolisation. Et quelle était la diabolisation ? Si on regarde le parcours de Jean-Marie Le Pen, sur quoi il a explosé en réalité ? Sur 2 phrases. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Le point de détail est du Durafour crématoire. Donc en fait, la diabolisation, c'est à un moment donné nommer le pouvoir juif, le pouvoir de la communauté, on va dire de la communauté toute puissante que tout le monde a identifiée et qui terrorise tout le monde. Voilà. Donc en réalité, la dédiabolisation, ça voulait dire cesser de montrer du doigt ce pouvoir communautaire exorbitant et injustifiable au nom de la République, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, et pour aller un peu plus loin, pour complaire à ce pouvoir qu'on ne nommait plus, montrer du doigt l'immigré musulman. Je lisais encore ce matin dans une école, une écolière de religion juive qui s'est faite agresser parce qu'elle était juive par des enfants d'origine musulmane, sûrement dans des familles radicalisées ou pas. Ça pose un problème parce que ça se généralise, personne ne dit rien. Alors que, en réalité, le pouvoir qu'on n'a plus le droit de nommer, laisse grande ouverte les vannes de l'immigration. Vous venez du Soudan ? Oui, je viens du Soudan. Et où dormez-vous ? Je dors dans un parc derrière. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est pour nous laver et laver nos affaires. Donc au 21e siècle, on fait venir les gens, on laisse rentrer les gens, ils se lavent ici. Donc voilà la vie des Soudanais aujourd'hui à Paris. Puisqu'on en est là aujourd'hui, on montre du doigt le musulman, mais on ne renonce pas à l'immigration, et cette immigration est essentiellement musulmane. La dédiabolisation consistait bien à se soumettre en réalité au pouvoir dominant et à l'idéologie dominante actuelle. Est-ce que l'antisémitisme, ce n'est pas le lien entre les islamistes, l'islamisme et l'extrême droite ? Non mais, je sais pas, je ne suis pas d'extrême droite. Et par contre, de l'autre côté, le droit, au nom de la lutte contre l'islam radical, à un racisme de fait qui est le racisme, on va dire, anti-maghrébin, c'est-à-dire contre les Français de branche, qui effectivement, par ailleurs, peuvent poser certains problèmes. La quasi-intégralité des actes antisémites et des agressions dont sont victimes nos compatriotes juifs depuis maintenant des années sont le fait de fondamentalistes islamistes. Voilà. Et que là encore, il faut le dire, il faut le savoir et il faut agir parce qu'il n'est absolument pas imaginable que nos compatriotes juifs vivent avec la peur au ventre.
Am Israël Chai, Am Israël Chai, Am Israël, Am Israël, Am Israël Chai. Alors quand on a fait ce constat que la dédiabolisation n'a servi à rien puisque ça n'a pas permis d'accéder au pouvoir et qu'en réalité ça fait un Front National qui n'a plus de doctrine. On verra en plus d'ailleurs qu'il n'a plus la main en termes de parti d'opposition puisque là on voit arriver, comme je l'avais aussi annoncé, Mélenchon, on va revenir après. Là il va y avoir des élections au Front National et moi je pense qu'il est nécessaire, sachant que le Front National ne pourra pas accéder au pouvoir par les urnes et que la question de la prise du pouvoir est totalement hors sujet aujourd'hui, ce qu'il faut c'est refaire de la doctrine radicale de combat et de contestation du pouvoir politique tel qu'il est. Et pour ça, je pense que la seule candidature intéressante et nécessaire, c'est la candidature Gollnisch, puisqu'au moins là, on est sur quand même un certain courage doctrinal. Un rapport va être étudié par le Conseil de l'Europe la semaine prochaine autour de la question de la GPA, la gestation pour autrui. Ça permettra le commerce, en quelque sorte, des corps. Tout ne peut pas être mercantile. Bien sûr que non. Même s'il y a des subsides, même s'il y a un marché. Surtout s'il y a des subsides et surtout s'il y a un marché. La loi du marché n'est pas au-dessus de la loi naturelle ni de la morale élémentaire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait aider, accompagner et soutenir une candidature Gollnisch à la présidentielle pour virer Marine, puisque finalement, en tuant Philippot, elle a bien admis que c'était sa ligne qu'il fallait virer, donc il faut qu'elle dégage aussi. Ça serait d'ailleurs la logique même de la dédiabolisation et de la délepénisation jusqu'au bout, puisque c'est quand même une Le Pen. Et quand je me rappelle que Jean-Marie Le Pen est responsable finalement de la ligne Marine et de ce que ça a donné, cette ère Marine qui a viré son père, qui l'avait mis au pouvoir, là c'est le père Goriot, et Marine qui finalement, en ralliant le pouvoir par la dédiabolisation, a servi d'idiote utile à l'élection de Macron, c'est-à-dire du candidat euro-mondialiste. Je pense que non seulement il faudrait qu'il y ait une candidature Gollnisch et qu'on la soutienne, mais que même Jean-Marie Le Pen lui-même, qui a été viré du front comme un malpropre, soutienne la candidature Gollnisch. Il lui doit bien ça, si on se rappelle comment s'est passé le congrès précédent. Encouragée par son père, qui l'a catapultée vice-présidente, elle se trouve en bonne place quand en 2009, le vieux chef annonce son intention de passer la main. Cette ascension fulgurante n'est pas du goût de tout le monde. Et notamment de Bruno Gollnisch, le numéro 2 du parti, qui avait sous-estimé cette rivale. Il est certain que, après avoir dit à de multiples reprises que je serais sans doute celui qui lui succéderait, en réalité, Jean-Marie Le Pen favorisait la candidature de sa fille. Une fois qu'on voit que Marine a servi à ce à quoi le système voulait qu'elle serve, c'est-à-dire qu'elle a été un peu flattée, on lui a fait croire qu'elle pouvait peut-être accéder au pouvoir, en conséquence de quoi elle a fait la liquidation, elle a viré son père et tous les gens qui étaient, on va dire, des doctrinaux durs et sérieux du front. Finalement, elle a fait élire Macron dans un fauteuil en donnant l'illusion d'un plébiscite, ce qui n'était pas le cas. Et maintenant qu'elle ne sert plus à rien, tout le système se rabat sur Mélenchon pour déclarer jour après jour que Mélenchon est bien l'opposant aujourd'hui, on va dire, au pouvoir Macron. Jean-Luc Mélenchon voulait rassembler autour de sa seule France Insoumise. Il a en partie réussi son pari. Pierre Laurent est passé rapidement, pris par d'autres obligations. Benoît Hamon, lui, s'est inséré dans le carré de tête. Au-delà des ordonnances et de la réforme du Code du travail, celui qui se dit premier opposant à Emmanuel Macron pense déjà à l'étape suivante. Comme par exemple déferler à 1 million sur les Champs-Élysées. Et donc, on voit bien que Marine, qui avait réussi à capter sur ma ligne et sur celle de Philippot les jeunes et les ouvriers, puisque je rappelle que le Front National était devenu le premier parti des jeunes et des ouvriers, qui ne sont pas motivés par le racisme anti-arabe, mais plutôt par la question sociale et de l'emploi. Il faut le rappeler. Il y a que les identitaires du Front National qui sont persuadés que, comment dirais-je, ce qui est gagnant en politique, c'est l'anti-islamisme. En réalité, les statistiques prouvent que non. C'est relativement important, mais ce n'est pas gagnant. C'est quand même la question sociale et la question du chômage qui est quand même qui prime. Donc aujourd'hui, le système médiatique tout puissant et sous le contrôle de qui on sait est en train de faire de Mélenchon le successeur de Marine comme premier opposant au système. Dans la tête de M. Macron, l'entreprise c'est la finance. Moi, dans l'entreprise, je mets pas le financier et le commercial à la tête.
Je mets le producteur, l'ingénieur, le salarié de la production, le créateur. Il y a deux visions du développement de l'entreprise. Pour moi, une entreprise, c'est un collectif humain. Tout ce qui brise le collectif humain est mauvais pour la boîte et pour la production. Tout le monde sait ça. Et on rappelle bien effectivement que Mélenchon n'a aucun lien historique avec la classe ouvrière. C'est un trotskiste dès le départ. Et avant, vous avez été trotskiste avant. Oui, je suis fier de ce que j'ai fait. Qui a rallié Mitterrand. Vraiment, je l'aimais beaucoup et je demeure fidèle à sa mémoire. Dès le départ, donc tout ça c'est du social traître et c'est des liquidateurs du PCF. Maastricht, c'est le contrepoids politique à la libre circulation des capitaux et des marchandises. Qui est membre du Grand Orient, c'est-à-dire franc-maçon du Grand Orient, la maçonnerie de gauche, d'ailleurs profondément sioniste, et qui nous fait croire aujourd'hui que comment dirais-je, les grandes victoires politiques de la gauche se sont toujours passées par la rue. On se rappelle de sa phrase. C'est la rue qui a abattu les rois. C'est la rue qui a abattu les nazis. C'est la rue toujours qui porte les aspirations du peuple français lorsqu'il ne peut les faire entendre autrement. La rue qui aurait chassé les rois, puis qui aurait vaincu les nazis, puis qui pourrait aujourd'hui vaincre la loi Macron, qui d'ailleurs est passée en douceur. Là, on voit très bien le mensonge typique du franc-maçon, c'est-à-dire de l'homme de réseau, l'homme de comment dirais-je, des minorités agissantes, qui valide le roman, la fiction de la rue, c'est-à-dire du 14 juillet, de la prise de la Bastille, alors qu'en fait, il sait très bien que son pouvoir lui vient, comment dirais-je, des loges. Voilà, donc on a bien Mélenchon, rusé comme un renard, fin politique, qui accepte le rôle d'opposant sous contrôle pour prendre la place de Marine. Et si on va jusqu'au bout de l'analyse, il est possible que quand Macron sera usé jusqu'à la corde, parce qu'il se sera sacrifié et cramé pour faire passer toutes les réformes antisociales et pour enfin faire du thatchérisme et ramener la France sur la ligne, on va dire, détruire l'exception française pour ramener la France à la ligne économico-sociale anglo-saxonne, c'est-à-dire enfin obéir aux injonctions de l'Union européenne. Une fois que Macron se sera cramé en faisant tout ça, c'est son rôle, c'est son destin, peut-être qu'il appellera à ce moment-là, comme Attali l'a promis à Mélenchon, il appellera Mélenchon comme Premier ministre de cohabitation, exactement comme Chirac avait appelé Jospin, et là Mélenchon espère ne pas finir comme Jospin avec la boulette Taubira. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Et peut-être enfin, ce qui est son rêve profond, accéder au pouvoir suprême. Mais je veux dire, le scénario, il est celui-là. Marine au rencard, Mélenchon promu chef de l'opposition totalement contrôlé sur une ligne sociale assez hypothétique et discutable, et peut-être effectivement pour que le macronisme, on va dire le mandat de Macron dure un peu plus longtemps, quand Macron sera vraiment cramé, un gouvernement de cohabitation avec dans le rôle du nouveau Jospin, Mélenchon. Voilà, ça c'est mes prédictions pour les 2-3 prochaines années, quoi. Oui, alors on voit bien aujourd'hui que Macron s'est fait élire sur une ligne, on va dire, de néolibérale thatchérienne, alors que la majorité du peuple français aspire au souverainisme. Mais il y a, pour des raisons d'histoire politique française, deux souverainismes, on va dire, qu'on n'arrive pas à articuler, et que le système a bien fait en sorte qu'on ne puisse pas articuler. On va dire qu'il y a le souverainisme sérieux, qui est le souverainisme économico-social, c'est-à-dire le souverainisme monétaire. Pour les banquiers, et pour les gens qui, globalement, sont dans la finance, oui, l'euro a été une bonne monnaie. Pour les entreprises industrielles, ça a été plutôt une mauvaise monnaie, en France en particulier. Et le souverainisme, on va dire spectaculaire, mais beaucoup moins sérieux, qui est le souverainisme culturel, en réalité le souverainisme racial. Alors ce qui est étrange, c'est que contrairement aux droits de l'homme et ce qui devrait être, le souverainisme racial est systématiquement encouragé. Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. L'islam et l'islamisme, c'est exactement la même chose. Sur l'islam, bien sûr que ça pose un problème. Ça pose un problème. De quoi vous croyez que les gens vous parlent ? Vous croyez qu'ils vous parlent de la sortie de l'euro ? Alors que de l'autre côté, les souverainistes monétaires, qui normalement devraient être validés par le système des droits de l'homme, puisqu'ils sont pas dans leur racialisme, si je pense à Sapir ou à Polony, qui essayent de faire du souverainisme sérieux, sont systématiquement sanctionnés. Sapir vient de perdre son blog, je crois, on lui a fermé son blog. Quant à Polony, qui essaye
de faire du souverainisme monétaire intelligent, on voit bien qu'elle est marquée à la culotte par le petit Glucksmann, qui est bien le fils de son père et qui est ce qu'on appelle un capot et on en va plutôt dire d'ailleurs un commissaire politique de la communauté de Lumière pour bien la marquer à la culotte. Natacha Polony, parce c'est que pas une question de souverainisme non mais pur. Si, parce qu'il n'a pas simplement abîmé. Le souverainisme va avec une vision verticale du monde, va avec la volonté d'avoir des frontières closes aux réfugiés qui s'échouent sur nos rives. Et elle transpire à grosses gouttes, on le voit bien. Quand elle ose d'ailleurs, pour essayer de marquer quelques points, rappeler que la ligne Philippot, au Front National, c'était la ligne Soral. Et ça s'est d'abord fait avec un personnage pour le moins sulfureux, Alain Soral, qui, avant Philippot, est arrivé au Front National et a commencé à influencer plus ou moins la ligne. Je le remercie d'ailleurs au passage. Voilà, donc on a bien... si on ne parle pas du souverainisme mélenchonien, qui est un souverainisme Grand Orient, qui est très hypothétique, on a bien ces deux souverainismes aujourd'hui qu'on a bien séparés. Le souverainisme sérieux monétaire qui est finalement mis sous le boisseau et persécuté, et par contre survalorisé le souverainisme, on va dire... racial, puisqu'il faut dire comme ça, au nom de la lutte contre l'islam radical. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre si on veut faire une synthèse. C'est-à-dire que on empêche l'union sacrée des souverainismes, on favorise le souverainisme spectaculaire, mais en réalité inefficace et inefficient, et on persécute le souverainisme sérieux qui permettrait tous les autres. Oui, alors petit rappel, pourquoi je trouve idiot que la ligne des identitaires nationaux sur leur surinvestissement sur l'anti-islam radical. C'est pas parce que je défends l'islam que je trouve ça très bien l'islamisation, c'est qu'en réalité, il y avait une classe moyenne émergente musulmane en France qui tendait à s'émanciper des SOS racisme, qu'il ne faut pas amalgamer avec les immigrés noirs d'Afrique, qui sont tout à fait une autre immigration. Qu'est-ce que tu donnes à la France ? La France ? Je vais donner tout à la France. Quoi ? Tout. Je peux donner tout, je peux donner les enfants, les petits-enfants. Ou même les Érythréens, les Soudanais qui arrivent actuellement, qui ne sont pas des gens issus de, comment dirais-je, de nos anciens protectorats marocains, tunisiens, ou de notre ancienne colonie algérienne. J'avais fait un gros travail qui s'appelait La droite des valeurs pour ramener au nationalisme français les musulmans accédant à la classe moyenne, il y en a plein, les amener au nationalisme et à s'émanciper des SOS racisme. Parce que je crois que sans les SOS racisme, le racisme aurait disparu depuis déjà les années 85. Mais grâce à SOS racisme, qui a bien éduqué les jeunes de banlieue issus d'immigration à haïr les Français comme moi, et qui parallèlement a bien en même temps et aller voir en douce les Français comme moi pour dire « voyez que ces gens-là vous détestent », et qu'ils sont hostiles, et qu'heureusement qu'en Israël, nous sommes l'avant-garde du monde judéo-chrétien qui luttons contre le danger bougnoulique, parce qu'on voit très bien comment la combine est montée. Je pense que cette période où ces gens-là pouvaient nous prendre pour des imbéciles est un peu révolue. Et malheureusement, les nations, on va dire, identitaires durs, comme notamment Conversano... C'est racial. C'est racial. Aidé comme par hasard par Elisabeth Lévy ou Ring du Petit Kersan, c'est-à-dire par le réseau sioniste, pousse finalement ces Français musulmans qui s'étaient émancipés et qui venaient au nationalisme, les rejette dans les bras par peur de SOS Racisme et de qui est derrière SOS Racisme, rappelons-le, Bernard-Henri Lévy, Julien Drey et la communauté de Lumière. Alors il y a un personnage qu'on découvre dans ton livre qui s'appelle Éric Guébali, qui est peu connu du grand public. Tu dis carrément que c'est un agent d'influence d'Israël. Tu dis qu'il utilise l'Union des étudiants juifs de France contre les beurs. On les regroupe, on les invite à des colloques, à des talk-shows, etc., dans des ambiances pas possibles, à la Sorbonne, etc. Et puis à la tribune, on met 6 mecs de l'UEJF. L'UEJF, rappelons-le, enfin, et en particulier Éric Guébali, se proclame sioniste. C'est pour ça que je trouve que c'est une stratégie absolument stupide à tous les niveaux. Elle ne permet pas la prise du pouvoir et elle remet en position dominante, comment dirais-je, la communauté qui est en fait derrière toutes les stratégies d'effacement de la France et toutes les divisions. Oui, une des conséquences effectivement de cette incapacité d'alliance des souverainismes, et cette lassitude du peuple français de voir qu'il n'y a pas d'union sacrée. Et je rappelle que cette union sacrée des souverainistes est refusée bien plus par Mélenchon et sa clique que même par le Front National. Par exemple sur la loi travail, là on était d'accord sur l'analyse.
Moi, je pense que la politique moderne, consisterait à ce qu'on puisse travailler ensemble, ponctuellement, sur un sujet, pendant 1 ou 2 mois, par exemple pour faire échec à cette loi travail. Ah non, c'est un fasciste. On n'en a rien à faire, nous, c'est pas notre truc. C'est eux qui ferment la porte au nom d'un antifascisme auquel ils ne croient plus sur le plan théorique depuis déjà longtemps. Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Donc ils mentent. Quand ils traitent Philippot de fasciste, ils mentent ouvertement, ils jouent au con. Cette division des souverainistes a produit une conséquence évidente, c'est que la loi Macron, dont on a oublié qu'avant qu'elle s'appelait El Khomri, c'est toujours la petite marocaine de service pour servir de bouc émissaire, qu'on se rappelle bien que ça a été soi-disant porté par une immigrée, exactement comme la loi Guesso était portée par un communiste, mais voulue par Fabius, qui est tout sauf communiste à mon avis. C'est même démontré. Résultat des courses, la rue a très peu bougé et la loi Macron est passée. Et ça, c'est la résultante de cette division. Accompagné de la ministre du Travail et du porte-parole du gouvernement, Emmanuel Macron signe les 5 ordonnances sur le droit du travail. Jamais une réforme d'une telle ampleur n'a été faite depuis le début de la Ve République. Et jamais, a fortiori, une telle réforme n'a été faite en si peu de mois. Quand on a détruit l'assimilation, qu'on a produit, le néolibéralisme économique qui a aggravé les tensions sociales et la misère sociale, et qu'on a racialisé les rapports sociaux, on arrive fatalement à ce qui s'est passé à Saint-Martin. Dans les rues de Saint-Martin, on ne compte plus les scènes de pillage, en plein jour et en toute impunité. D'autres cherchent de la nourriture, de l'eau. Dans ce supermarché, les uns vident les rayons, pendant que d'autres chargent leurs voitures garées juste devant. On se fait piller des coups de feu tous les soirs, donc on a vraiment peur pour ça. Moi j'ai ma petite fille de 8 ans qui est là, on entend des coups de feu. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gamins ils arrivent, ils ont des guns, ils ont dévalisé une armurerie, vous savez. Donc on a peur, c'est du grand n'importe quoi, on se croirait c'est la 3e guerre mondiale quoi. On a vu quoi? Des noirs pauvres piller des riches blancs ou des blancs moins pauvres, c'est-à-dire aucune solidarité, au contraire du pillage, de la violation et de la prédation. J'ai des enfants avec moi, on n'a pas eu de nourriture, on n'a rien eu, on a eu un gendarme, je suis allé le voir le lendemain du cyclone, je lui ai dit ça part en sucette, donnez-moi une arme, quelque chose, il m'a dit prends tout ce que t'as, si on vient de piller, tu te débrouilles, je dis je me débrouille comment, sauve ta vie. Si tu dois tuer, tu tues. Et on peut même plus traverser la rue, même en plein jour. Ils dévastent tout en plein jour sous le nez des gendarmes. C'est ça la solidarité dont on nous parlait. Et qui vient nous aider à déblayer les rues? Il n'y a personne dans les rues. Il n'y a pas la collectivité, il n'y a personne dans les rues. Cette situation qui s'est passée à Saint-Martin peut très bien se passer partout en France demain entre les banlieues et les centres-villes à la faveur d'un chaos climatique ou d'un chaos d'un autre ordre. On voit déjà d'ailleurs que ce qu'on appelle les attentats islamistes, qui sont des dingos qui assassinent, comme on l'a vu là par exemple à la gare Saint-Charles, c'est déjà les prémices de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune unité nationale, plus aucune solidarité nationale, il y a une racialisation perverse des rapports sociaux, un effondrement de l'État-providence, une destruction de l'assimilation, une culpabilisation permanente du français réduit à la collaboration, au racisme et à l'antisémitisme. C'est bien la France qui organisa la rafle, puis la déportation. Et cette culture de la repentance, là je dois dire aussi, au risque de choquer, personnellement j'en suis saturé. On est dans l'ethnomasochisme et donc la France est profondément en danger. Elle a été complètement disloquée et désunie, et je le dis, disloquée et désunie toujours par les mêmes. Il faut bien voir ce qui est moteur et qui a organisé tout ça. Là, on voit bien que cette stratégie qu'on peut appeler la stratégie Soros a été mise en place en France dès le regroupement familial par les mêmes et pour les mêmes. Oui, ben là, ça permet de bien montrer qui veut ce chaos. C'est-à-dire que même si à un moment donné, la France subit quelque chose qu'on peut qualifier
à mon avis c'est un peu abusif, mais de grand remplacement, c'est qui veut ce grand remplacement et qui l'organise. J'avais déjà dit dans d'autres vidéos que par chance la France était un désert au niveau des campagnes et qu'on pourrait un jour, quand les villes seraient invivables à cause justement de ce chaos ethnico-social organisé, qu'on pourrait se replier dans les déserts des campagnes françaises. C'est pour ça d'ailleurs qu'en ce moment on est en train de s'installer en partie à la campagne, essayer aussi de se mettre à ce qu'on appelle la permaculture, d'acheter une ferme, comme ça on se dit que si jamais ça se passe mal, on ira à la campagne, parce qu'il faut bien savoir que même en cas de conflit généralisé, quand on est en plein milieu de la campagne avec une autosuffisance alimentaire, loin des trains, loin des villes, loin des autoroutes, loin des centrales nucléaires, et qu'on a des poules, des chèvres, un potager, on peut finalement regarder la fin du monde tranquillement, sans trop la subir. Je vois qu'Attali, qui fait quand même partie de cette élite, de cette hyper-classe dominante. Je rappelle que c'est un des maîtres de Macron. Hein. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Attali réagit toujours à l'intelligence sorale, c'est qu'il se dit qu'il faut pas que les Français puissent préparer à la limite une reconquista en se repliant sur les campagnes. Je connais des tas d'endroits où il y a des villages qui sont en train de se vider et qui mériteraient d'être remplis. Les villages retrouveraient une vie si on y recevait les réfugiés. Et si on mettait des réfugiés là, qui recréeraient à la fois une vie sociale, ils créeraient leur emploi et des emplois pour les autres. Il est bien là pour dire qu'il faut remplir les campagnes désertées où il n'y a plus que des vieux Français en fin de cycle. Il faut bien remplir ces campagnes d'Érythréens et de Soudanais faméliques qui n'ont rien à voir avec notre ancien empire colonial, qui sont d'ailleurs pas spécialement musulmans, mais par contre qui sont des Noirs d'Afrique, qui viennent de zones de guerre, qui sont des mâles de 20 ans, qui ne sont pas là pour travailler et qui sont, une bombe à retardement qui sans doute à un moment donné sera activée, comme elle va bientôt s'activer d'ailleurs, porte de la Chapelle, dans le 18e arrondissement. Hein, voilà. Donc prenons bien conscience à chaque fois, je le dis aux identitaires, de qui veut ce chaos et qui agit pour ce chaos, qui à la fois montre du doigt le danger islamique et en même temps favorise l'immigration de gens qui sont de fait musulmans ou de toute façon qui ne sont pas des blancs d'Europe continentale par tous les moyens, hein, voilà, c'est-à-dire qui sont les pompiers pyromanes, hein, et pourquoi le font-ils et quel est leur intérêt derrière? C'est diviser pour régner et garder un pouvoir totalement illégitime jusqu'au bout par tous les moyens, et notamment ce moyen aujourd'hui, on l'a bien compris, c'est le chaos généralisé, hein. Là, on est toujours sur le même sujet de la fin de la France, disloquée en communautarisme victimaire, plus ou moins associé, plus ou moins concurrent, pour empêcher, on va dire, toute la nation et le peuple d'exister à travers une adhésion à quelque chose de cohérent sur le plan national. On voit bien que la communauté toute puissante qu'on n'a pas le droit de nommer et qui nous terrorise aujourd'hui et qui terrorise toute la classe politico-médiatique, on le voit systématiquement, par l'entremise d'un de ses cadres qui est M. Jakubowicz de la LICRA. Avez-vous entendu un jour Marine Le Pen venir dire quoi que ce soit sur le premier vice-président de son père, lorsqu'elle vient parler du Veldiv, monsieur, lorsqu'elle vient parler du Veldiv et qu'elle vient nous expliquer qu'en réalité il n'y a pas de responsabilité de la France. On voit bien que, à la faveur effectivement de la loi sur la moralisation des politiques, et qui devait notamment montrer du doigt les politiques qui avaient tapé dans la caisse, cette partie-là avait été retoquée d'ailleurs, mais par contre, Jakubowicz se vantait d'avoir fait passer en première lecture, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, le fait de rendre inéligibles les gens qui auraient été condamnés pour antisémitisme et racisme. Donc entendez bien, pour insoumission à la communauté juive toute puissante, quant au racisme, effectivement non, puisqu'on peut lutter contre l'islam radical. Donc c'était bien, en fait, interdire à tous les candidats insoumis au pouvoir réel de la France, à ce pouvoir écrasant, de pouvoir même se présenter aux élections. Ce qui rendait la stratégie de Marine Le Pen complètement caduque, puisqu'effectivement, les élections sont faites pour qu'un opposant au système ne puisse jamais triompher par les urnes. Et c'est en cela que je remercie la République, car une fois le texte entré en application, la situation sera claire. À moins de se trahir, la voie des urnes nous sera définitivement fermée.
Voilà 5 ans, je déchirais ma carte d'électeur en dénonçant l'imposture de cette démocratie. Les faits me donnent raison. Donc Alain Jakubowicz se réjouissait un peu vite d'avoir par ce tour de passe-passe réussi en fait à empêcher d'exister politiquement les vrais opposants à la domination politique qu'il incarne et qu'il représente intégralement. Mais il se trouve que, petit sursaut de dignité et d'honnêteté républicaine, le Conseil constitutionnel a retoqué cette loi. Le Conseil constitutionnel censure comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression les dispositions de cet article prévoyant que l'inéligibilité est obligatoirement prononcée pour certains délits de presse punis d'une peine d'emprisonnement. Voilà. Alors je le dis, c'est retoqué pour un certain temps, car je connais bien les procédés du réseau que représente M. Jakubowicz. Ils reviendront à la charge systématiquement, et les gens qui se sont à l'intérieur du Conseil constitutionnel se sont opposés à la validation de cette loi, seront montrés du doigt, un peu diabolisés, un peu persécutés, jusqu'à ce que ça passe. La décision rendue par les sages est un recul inédit et incompréhensible de notre droit en matière de lutte contre la prolifération de la haine raciale et un cadeau aux extrémistes de tout poil. En effet, cette décision revient à dire, ni plus ni moins, que le racisme et l'antisémitisme ressortent de la liberté d'expression et ne sont donc pas des délits. Autant abroger les lois Pleven et Guesso. La LICRA demande au président de la République, au gouvernement et à la garde des Sceaux de prendre ce problème à bras-le-corps et de sortir au plus vite la législation antiraciste de la loi sur la presse pour la faire entrer enfin dans le régime général du Code pénal. Voilà. Mais il faut bien comprendre, et ça c'est un message que j'envoie aux dédiaboliseurs du Front National, que de toute façon, demain, la reprise du pouvoir ne passera pas par les urnes. Le système électoral majoritaire est fait structurellement pour qu'un opposant réel au pouvoir ne puisse jamais gagner par cette voie-là. C'est-à-dire que, reprenons mon slogan, demain le pouvoir ne passera pas par les urnes, c'est-à-dire Marine certainement pas et Mélenchon non plus, il passera par les burnes, c'est-à-dire par quelque chose qui a plus à voir avec la révolution et le coup d'État à la faveur d'un chaos maximal, comme ça s'est passé en réalité à la Révolution française, à la faveur de la dette et de la convocation des États généraux, comme ça s'est passé au moment de la révolution bolchevique, à la faveur de la défaite russe face aux Allemands, et à la faveur, on va dire, d'un génie et d'une avant-garde bolchevique incarnée par Lénine, et comme ça s'est passé aussi en Allemagne, à la faveur de l'effondrement économique incarné par la République de Weimar, qui d'ailleurs était très très marquée aussi communautairement, pour ceux qui veulent bien étudier cette période, qui a amené dans un fauteuil le pouvoir hitlérien. Ça, c'est une prise de pouvoir qui ne s'est pas faite uniquement par le hasard ou par la thèse qu'aimait beaucoup un de nos maîtres à tous qui a un peu disparu des médias, là, l'obèse, là, Adler, qui était le nihilisme. Voilà. On pourrait penser que c'est un sujet totalement extérieur, mais ça n'est pas tant que ça. On a assisté à quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'on a un champion du monde d'athlétisme, ce qui est très rare, de 800 mètres, qui s'appelle Pierre-Ambroise Bosse, qui est en plus un petit blanc intelligent et vif, qui d'ailleurs avait fait des quenelles, on se rappelle. 23-91 mejor marca del año a nivel continental en estos 800. Pablo. Ouais, automatiquement, c'est la quenelle de 300. Hein. Il est champion du monde, on est très content. Et là, on découvre qu'il s'est fait agresser sur un parking la nuit. C'est sur ce parking que Pierre-Ambroise Bosse a été agressé. Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 4h du matin, l'athlète est sollicité pour des photos. Il accepte, puis monte dans son véhicule. C'est alors que d'autres supporters arrivent. Eux aussi veulent des clichés avec le champion. Il bloque sa voiture. Pierre-Ambroise Bosse descend. La situation s'envenime. Pierre-Ambroise Bosse reçoit des coups au visage et sur le corps. Seule l'intervention d'autres personnes permettra de stopper la rixe. C'est vrai qu'il y a eu un acharnement et heureusement qu'il y avait des personnes autour qui ont dit aux personnes voilà, vous cherchez à quoi, à le tuer. Il s'est fait défoncer et passer à tabac par des voyous adultes qui en plus ont été attrapés et identifiés. Or, ce qui est étrange, c'est que pour une fois, les journaux et les journalistes ne nous ont donné aucun des patronymes de ces agresseurs, ce qui est très étrange. Parce que je pense que si ça avait été des Maghrébins, on aurait eu leur prénom à minima.
Je rappelle que la loi interdit qu'on donne les noms des mineurs, mais les majeurs, c'est tout à fait possible. Alors ce sont des majeurs, puisque le chef de ce petit commando a 24 ans. Ce matin, un homme suspecté d'avoir participé à l'agression a été interpellé et placé en garde à vue. Il est connu des services de police pour des faits de violence et de trafic de stupéfiants. C'était une agression qui était volontaire et qui n'est pas due au hasard. C'est un passage à tabac en règle. Et ça fait des semaines que je m'étonne qu'on n'ait pas le nom des agresseurs, alors qu'on a quand même agressé un champion du monde. C'est quand même une figure importante, et qu'il y a une gêne visiblement des journalistes et des politiques pour nommer les agresseurs. Ce qu'on ne se prive jamais de faire, comme je l'ai dit, quand c'est des Maghrébins ou des gens du voyage. Hein, voilà. Et j'avais soupçonné que peut-être, s'il y avait cette omerta et cette interdiction de donner les noms, on a essayé d'avoir les noms, c'est verrouillé à mort. Et là, ce que je découvre un mois après, à peu près, c'est que la Ligue de défense juive, sur sa page Facebook, se réjouit de l'agression de Pierre-Ambroise Bosse, en rappelant, parce qu'eux s'en souviennent bien qu'il avait fait des quenelles, et que même revendique à demi-mot l'agression. Donc je voudrais poser la question solennellement, comment se fait-il que nous n'avons pas le nom des agresseurs de ce jeune champion français? Donc j'aimerais qu'on creuse un peu la question. Il y aura à un moment donné un procès, puisque les types se sont fait attraper. Et je crois que le chef du commando a reconnu les faits, tout en se trouvant des excuses ridicules. Mon client a reçu une canette de bière en verre sur le coin de la figure, et en fait il l'a évité grâce à un mouvement de son bras. Et ça a été là la première agression qui a été commise par Pierre-Ambroise Bosse, et ensuite celui-ci est venu au contact. Ça n'est suivi une réponse qui est peut-être disproportionnée, des coups de poing qui ont été donnés en réponse à cette agression. Qu'est-ce que vous éprouvez à son égard? Pas de haine. Bizarrement, le pire c'est qu'il s'est excusé assez vite, et à la fin il a essayé de me serrer la main en disant sans rancune. J'ai trouvé ça assez culotté. Mais j'espère que au moment du procès, les journalistes feront bien leur boulot pour voir qui a agressé et pourquoi. Et je pense que c'est forcément lié à la quenelle, et ça montre bien quel est le niveau de solidarité nationale, de nationalisme et d'amour de la France des gens qu'il y a derrière cette Ligue de défense juive. Voilà. Quand on voit notamment les commentaires qu'on remettra en ligne, comment ces petits extrémistes pas très français visiblement se sont réjouis du passage à tabac de notre jeune champion. Mazel Tov. Bien fait. Bien fait pour sa gueule à ce pleurnicheur. Bien fait pour sa sale gueule de Benzena. Tout finit par se payer. Console-toi avec ta médaille. Ce sera sûrement la dernière. Un bon exemple pour tous ces fils de pute. Kola Kavod Averim. Bien joué les amis. Oui, alors quand je suis rentré de Corée du Nord, et que tout à coup là, les réseaux sociaux se remis à fonctionner, puisque ce qui est bien en Corée du Nord, c'est qu'il n'y a pas d'internet, pas de téléphone portable, on est coupé du monde et ça fait du bien. Et quand je suis arrivé à l'aéroport de Pékin, la première info que j'ai eue, c'est que Pierre Berger était mort. J'y ai vu un signe quelque part. Donc bien évidemment, je me suis réjoui de la mort de Pierre Berger, on ne va pas tortiller bien sûr, je me dis ça en fait un de moins, tant mieux. Mais on va rappeler, pour ne pas être dans la, comment dirais-je, dans la mesquinerie, comme lui, puisque comme lui, dans la mesquinerie... Louer son ventre pour faire un enfant, ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? Je vous le répète. Ça, vous ne l'avez pas dit. Si, ça je l'ai dit et je le répète. On porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Mais j'accuse que 100 millions d'euros pour le Téléthon ne sert à rien. Le Téléthon, ils ont trop d'argent. Moi, je suis pour la suppression intégrale de toutes les fêtes chrétiennes. Là encore, la France n'a pas beaucoup de courage. Je suis malheureusement complètement français. J'aurais bien aimé être quelque chose, je sais pas, un peu juif. On va rappeler à quoi a servi Pierre Berger. Pierre Berger a été, on va dire, le personnage qui, avec Jacques Lang, a permis le virage, on va dire, sociétal de la gauche du Parti socialiste. C'est-à-dire qu'à partir de 1983, quand le Parti socialiste a renoncé à défendre la classe ouvrière, il a fallu qu'il remplace finalement la classe opprimée et qui masque la lutte des classes par le communautarisme victimaire. C'est-à-dire que ce n'était plus l'ouvrier qu'il fallait défendre, c'était le PD rebaptisé en gay. Engagé à gauche, Pierre Berger se lie d'amitié avec François Mitterrand en 1984. Pour le soutenir, il lancera le magazine Globe. Et quelques années plus tard, Têtu, un titre qu'il crée pour défendre la communauté gay, qui l'amènera à militer pour le mariage pour tous, mais aussi à faire de la lutte contre le sida son plus grand combat,
en fondant le SIDAction avec Lynn Renaud. Il a été surtout à la base de l'association ACT UP, c'est-à-dire qu'il a été l'un des premiers à ne pas refuser son homosexualité, à la mettre sur le devant de la scène. Donc Pierre Berger a financé ça, et Jacques Lang a été le champion de ce tour de passe-passe qui faisait que finalement, le progressisme, à partir des années, on va dire, du milieu des années 80, c'était la défense du gay opprimé par l'homophobe. Alors que les mouvements homosexuels disparaissent un à un au début des années 80, en 1989, un nouveau militantisme identitaire apparaît. Sa raison d'être, le sida. Son modèle, les États-Unis. Ses méthodes, subversives. Son nom, ACT UP. Il y avait un truc qui était très malsain qui nous a été reproché, qui était comment vous instrumentalisez la douleur des gens. On nous disait vous n'avez pas le monopole de la colère. Ben si, on l'avait, puisque les autres le disaient pas. Et on l'avait vraiment, les gens, c'était la grande phrase de Held, vous n'avez pas le monopole de la douleur. Ben si, on l'avait. Ça permettait de faire passer, de sortir finalement de l'analyse politique et des projecteurs, la classe ouvrière qu'en prenait plein la gueule. Le tournant de la rigueur pour les Français prend corps avec le départ de Pierre Mauroy du poste de Premier ministre. Au revoir. Le passage à l'hôtel Matignon de Pierre Mauroy à Laurent Fabius, c'est un passage de génération, c'est un passage de personnel politique. C'est tourner le dos à une partie du peuple de gauche. Le changement politique est brutal. La sidérurgie française ne s'en remettra pas. Des sites entiers sont fermés. Les entreprises les plus rentables sont privatisées. Pour les régions qui ne vivaient que d'une seule industrie, la casse sociale est dramatique. On peut mettre ça au crédit de Pierre Berger, c'est-à-dire que effectivement, il a fait du gay, indépendamment de sa pratique politique, ce qu'on appelle un enculé social, c'est-à-dire quelqu'un qui a accompagné la droitisation au sens économico-politique de la France. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'il a pris en otage une pratique sexuelle qui n'avait pas de marque politique, parce que comme je le dis, la sodomie est une activité de loisir, c'est pas une activité productive, pour en faire, comment dirais-je, un critère de gauche, c'est-à-dire la sodomie devenait de gauche, et pour faire en fait masquer que la deuxième gauche devenait en fait une nouvelle droite, une autre droite, hein, ce qu'on appelle la gauche libérale libertaire. Et je montre qu'au contraire, ce sont les modèles culturels dont le capitalisme a besoin pour son nouveau marché, son énorme marché, marché de l'industrie du loisir, du plaisir, du divertissement, de la mode, des monopoles commerciaux sur le sexe, sur la drogue et sur le jeu. Alors là, il y a un fantastique marché permissif qui a besoin de gestes d'usage. Enculé. Donc effectivement, Pierre Berger était vraiment une ordure sociale, en plus d'être un sale type. Et je rappelle que c'est pas un hasard si à un moment donné, il a fait interdire par décision de justice mon livre Dialogue désaccordé, excellent livre d'entretien avec cet intellectuel de gauche qui est Éric Nolot, et qu'il a bien fait, on va dire, de la communauté gay une communauté qui est une minorité agissante, qui fonctionne sur la fiction et le mensonge du communautarisme victimaire, et qui est bien modélisée sur ce qu'on appelle le communautarisme juif. C'est comme l'antisémitisme. L'homophobie, c'est là. C'est prégnant. C'est partout. Et qui est bien un auxiliaire en plus de ce communautarisme, puisque quand la communauté de lumière ne veut pas me châtier directement, elle le fait par la communauté gay. On voit bien d'ailleurs que Aziza, quand il m'attaque et quand il m'insulte, impunément, systématiquement, associe toujours Soral, antisémite et homophobe. Ils sont racistes, antisémites, ils sont aussi violemment homophobes. Des vidéos antisémites, racistes, et on oublie quelque chose, hein. Ce sont des vidéos homophobes. Vous voyez, on voit bien en fait que c'est l'histoire du Marais, hein, qui est passé finalement d'un quartier juif à un quartier homo. Ça s'est fait par décision politique d'une certaine manière. On voit bien que le communautarisme gay, qui avait été identifié d'ailleurs dans tous ses dangers par Guy Hockenheim à l'époque, est devenu en réalité un communautarisme, comment dirais-je, d'appoint du communautarisme tout-puissant qu'on n'a pas le droit de nommer. Ce qui donne à la fin Pépi, Descoings et même Macron. Hein, voilà. Donc bien resituer le rôle absolument néfaste de Pierre Berger, en espérant que le ciel existe et qu'au moins il brûlera en enfer. Voilà. Et enfin, bien évidemment, les souvenirs que nous avons de Pierre Berger, ce sont aussi les derniers souvenirs. Il était présent à notre dîner des parrains au mois de mars dernier, dans un état affaibli sur le plan physique, mais avec une tête qui continue à tourner de façon extrêmement vivace, extrêmement intelligente, comme à son habitude. Ce que nous retiendrons de lui,
c'est justement cette vivacité d'esprit, cette présence de tous les instants à nos côtés. Et donc je pense que tous les potes peuvent dire merci à Pierre Berger. Merci Pierre. Merci Pierre. Pour passer à la politique étrangère, on peut faire un parallèle entre le nouveau Front National sans Philippot, c'est-à-dire un Front National essentiellement souverainiste anti-islamique, et on fait le lien avec les élections allemandes. Nazis dehors, le racisme n'est pas une alternative, slogan scandé par des centaines de personnes hier soir à Berlin, place Alexander. C'est là que l'AfD célébrait sa percée aux législatives avec pratiquement 13% des suffrages. Le parti d'extrême droite rafle des dizaines de sièges au Bundestag, une première depuis 1945. Là, tous les médias font semblant de se scandaliser que depuis, ça n'était pas arrivé depuis 1945, l'extrême droite, c'est-à-dire les néo-nazis, retournent au Bundestag. Je cite Sigmar Gabriel, ministre des Affaires étrangères et figure des sociodémocrates. Pour la première fois depuis 70 ans, des nazis vont s'exprimer au Reichstag. Alors, ce que je fais remarquer, c'est que cette extrême droite qui vient effectivement d'obtenir un beau pourcentage aux élections allemandes est dirigée par une femme lesbienne. Le parcours de cette banquière de 38 ans, ancienne de Goldman Sachs, étonne. Elle vit en couple avec une femme d'origine sri-lankaise, une vie privée qui semble aux antipodes de certaines positions de son parti. Et qui évidemment rejoint toutes ces extrêmes droites, soi-disant triomphantes, européennes, qui sont une extrême droite anti-musulmane et sioniste. Zu jüdischem Leben in Deutschland bekannt haben und es gibt in der jüdischen Bevölkerung massive Sorgen, die auch unsere Sorgen sind, die massive Migration aus dem muslimischen Kulturkreis betreffend. Ja, natürlich ist das Existenzrecht Israels für uns ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich stehen wir auch an der Seite Israels. Da haben Sie völlig recht. Je me permets de ricaner sur ce danger nazi, n'est-ce pas, qui à mon avis est plutôt une mainmise du sionisme international sur la colère populaire allemande, pour la détourner complètement. Et je fais remarquer à l'appui de cette thèse que la leader de ce mouvement, on va dire souverainiste allemand, vient de démissionner, elle. Faux départ pour l'AfD en Allemagne. Avant même de commencer à siéger au Bundestag, le parti d'extrême droite se déchire. Sa cofondatrice, Frauke Petry, a annoncé qu'elle ne prendrait pas place au sein de son groupe issu de l'élection de ce dimanche. Les dissensions internes couvaient depuis un certain temps dans ce parti. Déjà marginalisée depuis un congrès du parti en avril, elle s'en est pris à la radicalisation de l'AfD, qui ces dernières semaines a multiplié les attaques violentes sur les migrants et les musulmans. Voilà, parce que sans doute elle n'accompagne pas tout à fait cette nouvelle ligne. Et on est bien, si on veut faire un constat général, à la validation d'un souverainisme racial en Europe actuellement, à condition qu'il soit anti-musulman et sioniste. I mean, if you really want to know, the truth is that the anti-Semitism in Germany today is not on the right side, very little on the right side, and very strongly on the left side, and the radical left. So, from the Jewish perspective, from the person on the street, the man and woman on the street, the normal Jew, I mean, they have no problem with AfD, because what is AfD? AfD stands, from their perspective, against bringing Muslims, whatever it is, to the country. So what is the AfD's stance on Israel? The AfD stance on Israel is the stronger Israel deals with its enemies, the AfD is more pro-Israel, from that perspective. They like it. They like the conservative. They like Netanyahu. Interesting. They like the conservative Jews. Alors pour bien aborder la question de politique internationale et bien articuler pour que ce soit cohérent, il faut commencer par Poutine. Voilà. Il y a une chose déterminante, c'est que Poutine, après avoir joué longtemps un double jeu,
a été déclaré d'abord le traître au mondialisme, c'est-à-dire c'est la première étape. Là, on est un peu sur la question il a essayé de reconstituer la grande Russie, ce qui lui a été reproché. Et puis là, on voit qu'après avoir joué un double jeu, il vient de niquer définitivement Netanyahou, c'est-à-dire que il se proposait à la fois comme protecteur et ami d'Israël, tout en défendant ses intérêts en Syrie, puisque je rappelle que la Syrie est le débouché sur la Méditerranée de la marine russe. Et là, il vient de faire comprendre aux Israéliens qu'il avait définitivement opté pour pour le camp syro-iranien. La menace iranienne au menu d'une entrevue entre Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine à Sotchi, en Russie, aujourd'hui. Le Premier ministre israélien l'assure, l'Iran se rapproche dangereusement de ses frontières compte tenu de son rôle croissant en Syrie. Le chef du Mossad accompagne le Premier ministre israélien. Il est venu présenter des renseignements top secrets. L'Iran est déjà placé pour prendre le contrôle de l'Irak, du Yémen et dans une large mesure contrôle déjà plus ou moins le Liban. Je souhaite exprimer ma satisfaction quant au développement des relations entre la Russie et Israël. Mais le Premier ministre ne se fait pas trop d'illusions. Vladimir Poutine est attentif aux craintes israéliennes tant que celles-ci ne nuisent pas aux intérêts de Moscou. Les mondialistes, on va dire, qu'on pouvait appeler aussi dans le temps les impérialistes américano-sionistes, ont compris que Poutine définitivement avait choisi le camp d'en face, c'est-à-dire le camp de la multipolarité, le camp de la Syrie, le camp de l'Iran, le camp des BRICS, le camp du club de Shanghai, c'est-à-dire un camp dans lequel d'ailleurs il y a quand même relativement alliés la Russie et la Chine. As of January, Russia, the world's second largest oil exporter, has agreed to price oil in yuan and to accept yuan for payments. The Chinese are lubricating this process with a futures contract for future oil priced in yuan backed by gold. Now the Chinese are going to the Saudis and saying, well, look, since 1936, you've only priced oil in dollars, but we're now your biggest customer. China moved and took over from the United States the title of biggest oil importer on the planet, and producing 30 million cars per year, they're going to dominate global demand for oil moving forward. The Saudis have to pay attention to this because even as much as 1 or 2 years from now, Chinese demand will dwarf U.S. demand. I believe that yuan pricing of oil is coming, and as soon as the Saudis move to accept it, as the Chinese will compel them to do, then the rest of the oil market will move along with them. Et donc on voit bien aujourd'hui qu'on a, on va dire, l'Amérique gérée beaucoup par Israël, qui se retrouve en fait dans une situation d'avant-guerre et de guerre froide qui tend à se réchauffer de plus en plus face à la Russie et à la Chine. C'est comme ça qu'il faut tout articuler. Il faut bien comprendre l'irrédentisme kurde comme une continuation sous une autre forme de l'opération de Daesh. Daesh a échoué à générer du chaos au Moyen-Orient, puisque Poutine s'en est occupé sérieusement, et que Trump en douce l'a laissé quand même agir. Il faut quand même aussi voir que Trump a joué un double jeu dans cette histoire, mais a laissé quand même la main à Poutine, et que ça notamment pose un problème, c'est-à-dire que ça empêche le projet du Grand Israël. Et comme par hasard, au moment où le projet Daesh tombe à l'eau, et qu'il faut bien comprendre en fait comme la stratégie sioniste du Grand Israël, on a le Kurdistan libre qui apparaît. Le Kurdistan couvre à peu près 1 demi-million de kilomètres carrés au milieu du Moyen-Orient, à cheval entre la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Les Kurdes, majoritairement des musulmans sunnites dont la population atteint largement les 30 millions de personnes, sont le plus grand peuple sans État. Massoud Barzani est celui qui a œuvré pour la tenue du référendum sur l'indépendance de cette région riche en pétrole, contre les pressions de Bagdad et des pays voisins. Ce qui pourrait nous consoler, c'est que dans ce concert de condamnation ou de pression, il y a une voix dissonante, celle d'un autre État non arabe, c'est Israël, qui a soutenu publiquement la création d'un État kurde. Ce Kurdistan, le jour où il sera indépendant, dans 1 an, 2 ans, je ne sais pas, ça sera quoi ? Une deuxième démocratie au Moyen-Orient. C'est ça. C'est pas un deuxième Israël, comme l'a dit le vice-président irakien, mais ça sera une deuxième démocratie au Moyen-Orient. Et pour Israël, il est évident que son meilleur intérêt, c'est ça. Donc c'est vraiment, une fois de plus, les sionistes qui, pour créer le Grand Israël, créent le chaos tout autour d'eux, et là se servent
on va dire du désir nationaliste kurde pour renouveler le chaos qui ne peut plus s'accomplir par Daesh dans le but ultime, je le dis, du Grand Israël. Hein. Alors maintenant, il faut dire que il y a effectivement un peuple kurde, mais c'est pas pour ça qu'il y a une nation kurde. Les Kurdes sont exactement comme les Juifs. C'est un peuple, mais c'est un peuple sans nation, car en réalité, il y a très peu de rapports entre les Kurdes d'Irak, d'Iran, de Syrie, de Turquie, et ils sont d'ailleurs dans chaque petite entité kurde est dans les mains de leaders qui jouent des intérêts différents avec des sponsors différents. Là, les Kurdes qui ont la main, c'est les Kurdes sponsorisés entièrement par Israël. Hein. Et d'ailleurs, comme l'a bien dit, Erdogan, le Kurdistan n'est jamais qu'un deuxième Israël avec les mêmes soutiens, les mêmes objectifs et représentant la même illégitimité. Ve enteresan, şimdi şu dillendirilmeye başlandı. Küçük İsrail. Barzani'ye İsrail desteğinin özellikle altını çizdi Erdoğan. Oyun büyük, planlar kirli dedi. 26 Eylül'de yani sözde referandumdan bir gün sonra Erbil'den gelen işte bu fotoğrafa dikkat çekti. Barzani'nin sağında Fransa'nın eski Dışişleri Bakanı, sol tarafında Bernard Levy denilen bir Yahudi. Bunlar bir Siyonizmin planlamasını masa üstünde yapıyorlar. Peşmerge başının sağındaki isim Fransa'nın eski Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner. Türkiye senin dostun, kardeşin olarak buradayken, en zor zamanında senin yanındayken, sana kardeşim derken, sen Türkiye'yi bırakıp bunlarla beraber neyin planlamasını yapıyorsun ya? Buna müsaade edilebilir mi? L'intérêt effectivement de ce Kurdistan, à la marge, c'est que ça a permis une union sacrée assez récente entre Poutine et Erdogan. Hein. Erdogan est en train aujourd'hui de déclarer la guerre de plus en plus officiellement à sa minorité juive agissante et à Israël, ce qui est assez tu par les médias occidentaux, mais ce qui nous est régulièrement rappelé par notre camarade Stéphane Blay, qui vient de s'exiler en Turquie. Erdogan, qui a failli être putché il y a pas très longtemps, a très bien compris quels étaient ses ennemis de l'intérieur, en fait toujours les mêmes, hein, les ennemis éternels de la Turquie, et d'ailleurs accessoirement des Arméniens, hein, rappelons bien qu'il y a toujours les mêmes derrière, hein, et aujourd'hui est dans une alliance assez forte avec la Russie de Poutine contre effectivement un ennemi qui leur fait face aujourd'hui, qui est en fait le sioniste, hein, et qui dit sioniste dit américano-sioniste. Donc on est bien dans une guerre froide qui se réchauffe de plus en plus, avec effectivement ce camp américano-sioniste d'un côté, et de l'autre côté cette espèce d'alliance Poutine, Erdogan, Syrie de Bachar el-Assad et Iran, dans quelque chose qui ressemble de plus en plus à une guerre au Moyen-Orient qui va se jouer cette fois au Kurdistan. Une offensive éclair avec pour enjeu les ressources en hydrocarbures de la région. Ce soir, les troupes fédérales irakiennes ont pris le contrôle du centre de Kirkouk, la 6e ville du pays. La nuit dernière, les combats ont par endroits été violents, notamment à proximité des infrastructures pétrolières et de l'aéroport militaire. Face aux troupes de Bagdad, les forces armées du Kurdistan, la province autonome du nord de l'Irak, n'ont opposé que peu de résistance. Les casernes se sont vidées, les combattants se sont vite retirés de la ville. Quant à la population, elle est contrainte de fuir la ville avec le sentiment d'avoir été abandonnée. Nous sommes tristes parce que nous partons et parce que nous avons été trahis. Oui, mon frère, les dirigeants kurdes nous ont trahis. C'est-à-dire que les Kurdes, après avoir été bien manipulés, seront une fois de plus les dindons de la farce génocidés, parce qu'effectivement, après avoir été utilisés par les sionistes, ils seront forcément lâchés et ils seront effectivement les victimes dans leur chair. Hein, c'est eux qui vont y passer, hein, parce que vont se jeter sur eux toutes les puissances qu'il y a autour. Hein. Voilà, c'est d'ailleurs annoncé, hein, annoncé par du boycott. Comment dirais-je, commercial, mais aussi déjà par des menaces guerrières. Hein. Bir tarafında İran, kuzeyinde Türkiye, güneyinde ülke Irak yönetimi, batısında Suriye. Ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Nasıl çıkacaksın? Buyurun şimdi bütün sadece arkanda İsrail var. Donc c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut voir la question du Kurdistan. Et je le dis aux Kurdes, ne vous réjouissez pas de cet État kurde qui va être très éphémère et qui va vous attirer les plus grands ennuis. Et une fois, je le répète, quand Bernard-Henri Lévy prend cause pour quelque chose, vous pouvez être sûr que c'est mauvais, qu'il faut choisir le camp d'en face. Hein, voilà. Un Kurdistan libre, un Kurdistan indépendant,
Ce Kurdistan qui sont nos soldats sur le terrain pour buter Daesh. Ce Kurdistan indépendant, ça sera un pôle de stabilité. Ça sera un élément dans l'ordre international qui doit naître sur les décombres de la géopolitique actuelle. Oui, après avoir parlé de Poutine et du rôle moteur qu'il a dans la résistance multipolaire à la marche en avant du gouvernement mondial et du nouvel ordre mondial voulu par Attali, avec une belle capitale d'ailleurs qui serait Jérusalem. Hein. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Pas la Mecque, ni Paris, ni Londres, ni même Washington, n'est-ce pas? On voit bien que Trump s'était fait élire par la classe moyenne blanche paupérisée, et par aussi d'ailleurs les membres intelligents des minorités hispaniques et noires, hein, il faut bien le rappeler. We won last night. I'm so glad about it. It's not a white thing, it's not a black thing, it's an American thing. Il avait réussi à se faire élire aux États-Unis contre tous les pronostics et tous les sponsors d'Hillary Clinton sur le slogan America's First, qui, je le rappelle, était le slogan de Charles Lindbergh et le slogan des Américains qui ne voulaient pas aller à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale. Americanism, not globalism, will be our new credo. Malheureusement, Trump a été élu par le peuple américain, majoritaire, mais être élu par le peuple aux États-Unis, ça pèse pas grand-chose. Il est en réalité aujourd'hui l'otage à la Maison-Blanche de l'État profond. Le Sénat américain adopte de nouvelles mesures contre la Russie malgré les objections de Donald Trump. Le texte, voté ce jeudi, sanctionne l'ingérence supposée de Moscou dans la campagne présidentielle américaine, mais vise aussi la Corée du Nord et l'Iran. Si Donald Trump venait bloquer ce texte, le Congrès pourrait passer outre son opposition en le votant à nouveau à une majorité des 2/3. Cette fois, les parlementaires ont aussi prévu un mécanisme pour s'arroger le droit de s'interposer si jamais le président américain décidait de suspendre les sanctions prononcées contre Moscou. Donc on a bien ce pauvre Trump obligé, malgré lui, je dirais, de faire la guerre à la Russie et à la Chine de plus en plus. Et en fait, qui veut cette guerre? C'est l'État profond américain. Et de quoi est fait l'État profond américain? Il est fait de deux lobbies complémentaires et associés tout-puissants, qui sont le lobby militaro-industriel, hein, le lobby de la guerre et de l'armée, et le lobby, on va dire, financier et bancaire. Hein. Et on voit bien que ces deux lobbies sont deux lobbies qui se soutiennent mutuellement. Le lobby financier fait voter les crédits d'armement américains. C'est le plus gros budget jamais voté et c'est le plus gros budget d'armement du monde qui équivaut à la somme de tous les budgets du reste du monde. Hein. The Senate passed a monster defense bill that goes beyond even what the Trump administration had requested. The Senate's version of the 2018 National Defense Authorization Act totals about $700 billion. Now, the 1,200-page bill sets aside about $640 billion for basic Pentagon operations, which is $37 billion more than Trump requested. It also adds another $60 billion for a special war account for overseas operations in places like Iraq, Syria and Afghanistan. Et qu'on a un tel budget militaire, c'est pas pour de la sécurité intérieure, hein. C'est pour effectivement botter le cul à qui? À tous les pays qui ne veulent plus obéir à la fausse monnaie qu'est le dollar. Is there anything then that the US can do about this? Because it's not going to be happy that it's going to lose the petrodollar. So how would you expect it to fight back? They will start a war. You know, maybe they'll start a war between Japan and China. You know, maybe they'll start a war with North Korea. You know, America will do anything to keep the U.S. dollar as world reserve currency. They will invade a country like Afghanistan. They'll stop at nothing because this is the basis of the U.S. empire. It's not land-based. It's not based on material goods. It's based on rent-seeking. It's based on lending dollars, getting that income, and then when countries can't pay, they dismantle the assets and take them over. We saw in Latin America, South America. This is how America built its empire. Cet État profond, c'est effectivement les deux lobbies du chaos, le lobby du faux dollar et le lobby de la violence guerrière. Le faux dollar finançant la violence guerrière et la violence guerrière maintenant l'hégémonie du faux dollar par la violence. Et donc on voit bien aujourd'hui que l'État profond américain est la force de déstabilisation du monde, les seuls qui ont intérêt au chaos et à la guerre et à la Troisième Guerre mondiale, et tout ça est caché par les médias dominants mondiaux qui sont sous contrôle des mêmes. Hein. It's no secret that President Trump doesn't exactly like the media, but this week the president moved past his usual name-calling to actually asking
why the government isn't investigating news organizations. Here's what he tweeted. Why isn't the Senate Intel Committee looking into the fake news networks in our country to see why so much of our news is just made up, fake? Donc le pauvre Trump, pour essayer de sauver un peu de politique intérieure, c'est-à-dire réindustrialisation et contrôle des immigrants et de la frontière, est obligé de sacrifier sa politique extérieure et de valider effectivement la politique extérieure de l'État profond, qui est le bellicisme on va dire impérial américain, dont sont victimes aussi le peuple américain en réalité par sa paupérisation, comment dirais-je, obsolescence de ses infrastructures, baisse du niveau de vie, montée des communautarismes violents. Voilà, il faut bien oublier que le peuple américain est victime aussi comment dirais-je, de cette logique impérialiste qui ne profite qu'à l'hyperclasse italienne, en dernière instance. Why would the president of the United States pay attention to that lobby? They are strong. Strong in what sense? They are controlling many things. Controlling what? Newspapers, medias, Your Majesty. Banks, finances, and I'm going to stop there. Oh, I'm a good old rebel, now that's just what I am. And for this Yankee nation, I do not give a damn. I'm glad I fought again, I only wish we'd won. I ain't asked any pardon for anything I've done. Oui, alors non seulement Trump se prend dans la gueule l'État profond, c'est-à-dire le lobby bancaire et le lobby militaro-industriel, mais il est aussi déstabilisé, on va dire, au niveau de son électorat. Alors c'est là où il faut comprendre les enjeux des émeutes de Charlottesville. Des dizaines de personnes blessées restent au sol. Une voiture bélier vient de les faucher. Le véhicule a tué sur le coup une femme de 32 ans. Un peu plus tôt, dans le centre de Charlottesville en Virginie, suprémacistes blancs, néo-nazis et membres du Ku Klux Klan manifestent. Ils protestent contre le déboulonnement d'une statue d'un général confédéré considéré comme un défenseur de l'esclavagisme durant la guerre de sécession. Très vite, des heurts éclatent avec des militants antiracistes. Ce sont ces contre-manifestants qui seront pris pour cible par la voiture bélier. Trump a été élu contre la volonté du système par, on va dire, l'Amérique profonde, l'Amérique blanche, c'est-à-dire ce qu'on appelle représenté par l'alt-right, c'est-à-dire par Fox News et par notamment Bannon. Avant de rejoindre Donald Trump, Steve Bannon a été directeur de Breitbart News, un site d'extrême droite qu'il a fondé et qu'il veut lancer en France. Voilà ce qu'on peut y lire. C'est un faux républicain et un juif rebelle. La contraception rend les femmes indésirables et folles. Accusé d'antisémitisme ou de misogynie, le nouveau stratège en chef de la Maison-Blanche inquiète. Le pouvoir américain qui est la côte Est, c'est-à-dire la finance et Wall Street, et la côte Ouest, c'est-à-dire Hollywood, c'est-à-dire le pognon et la propagande, a un peu oublié et sous-évalué la colère profonde du peuple américain qui était au milieu. Il suffit de voir l'élection de Trump pour voir que c'est, en résumé, l'Amérique blanche de l'Amérique productive et centrale, du redneck, qui a gagné malgré la propagande hollywoodienne financée par le faux dollar de la côte Est. Voilà. L'État profond se réagit et se venge en essayant de produire comme toujours du chaos et de la haine raciale, parce qu'il faut bien comprendre que l'antiracisme en réalité c'est de l'organisation de haine raciale comme ça a été mis en place en France par SOS Racistes, c'est-à-dire par Julien Drey, Bernard-Henri Lévy et les étudiants juifs de France. L'antiracisme c'est de la haine raciale travaillée, c'est-à-dire en montant les communautés les unes contre les autres. SOS Racisme, il s'agit de dénoncer le racisme. SOS Baleine, il s'agit de sauver les baleines. Et Baudrillard dit, mais cette ambiguïté peut-être révélatrice, peut-être qu'il y a des gens qui veulent sauver le racisme pour se donner le plaisir de haïr certains ennemis. Et à Charlottesville, c'est ce qui s'est passé. On a joué de l'histoire des États du Sud instrumentalisée avec une réduction grotesque à l'antiracisme binaire. Racist, go home. Racist, go home. Racist, go home. Pour effectivement essayer de pousser les Noirs des États du Sud contre les électeurs de Trump et mettre en porte-à-faux Trump et ses électeurs. What about the alt-left that came charging at the, as you say, the alt-right? Do they have any semblance of guilt?
Let me ask you this. What about the fact that they came charging with clubs in their hands, swinging clubs? Do they have any problem? I think they do. You had a group on one side that was bad, and you had a group on the other side that was also very violent. And nobody wants to say that, but I'll say it right now. Et là-dessus, on a effectivement les mouvements financés par Soros qui s'appellent Live Black Matter et qui en France donnent les soutiens à la famille de voyous Traoré. Hein, voilà. On voit bien d'ailleurs que Soros a des succursales dans tous les pays du monde et qui finance d'ailleurs aussi le petit Glucksmann pour commettre ses exactions en Ukraine. Hein. Ils n'hésitent pas d'ailleurs à utiliser quand il le faut des néo-nazis. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre aussi la manière dont on déstabilise ce pauvre Trump, otage de la Maison-Blanche, de l'État profond, par effectivement du racisme organisé et manipulé, et notamment ce qui donne les émeutes de Charlottesville, où on déboulonne des statues du général Lee, qui est un mec inattaquable sur le plan de l'antiracisme, en réalité, avec une relecture simplifiée, binaire et ultra-violente, qui se réduit à racisme-antiracisme, ce qui donne en France l'histoire de France réduite à Ouria Boutelja. La France est un pays qui a une identité impériale, coloniale, qui est dominante. Les identités des pays dominants, monsieur, sont des identités réactionnaires. Il faut comprendre deux choses. C'est que la Corée du Nord, qui est un pays insoumis à la dette et un pays non aligné, s'il ne veut pas subir le sort de l'Irak et le sort de la Libye, hein, qui sont des mises à mort du régime et de leurs dirigeants, n'ont d'autre choix que le choix d'ailleurs qui avait été celui de Gaulle dans les années 60, qui est le choix de la bombe atomique, c'est-à-dire de la dissuasion nucléaire, ce qu'on appelle la dissuasion du faible au fort. Il faut avoir des alliés, c'est vrai. Et la France, d'ailleurs, donne l'exemple de la fidélité à ses amis et à ses alliés. Mais il ne faut pas avoir de protecteurs. C'est la raison pour laquelle c'est l'autre raison pour laquelle la France, avec ses moyens et sans outrecuidance, a cru devoir entrer dans la voie qui lui procurera l'armement, il faut bien le dire, nécessaire pour être elle-même. Donc la stratégie et la démarche nucléaire, de la Corée du Nord est parfaitement cohérente. Elle n'est pas du tout délirante et on voit pas pourquoi des gens qui ont la bombe atomique et qui s'en sont déjà servis sur des populations civiles, je rappelle les États-Unis d'Amérique, c'est les seuls qui l'ont fait, interdiraient à un petit pays comme la Corée d'avoir la bombe comme la France l'a. Les Américains estiment qu'en 5 secondes, plus de 80 000 personnes ont été tuées. Pour les équipages des bombardiers, c'est mission accomplie. Pour parler comme aujourd'hui, c'était génial. On était ravis, on était vivants et il n'y avait aucun Japonais dans les parages. Que ceux qui l'ont et qui l'ont utilisé interdisent à ceux qui n'ont pas de l'avoir, ça me fait doucement rigoler. Hein, c'est la première remarque. Donc, comprendre qu'il est légitime pour la Corée du Nord d'avoir la bombe et qu'ils veulent, c'est une bombe pour se protéger, c'est pas une bombe à utiliser. 미국이 핵 위협과 공갈에 대처한 국제력인 우리 핵무기가 유럽을 겨냥할 수 있다는 것은 어느 도단이며 그 어떤 불순한 정치적 목적을 추구하는 것으로밖에 달리 볼 수 없습니다. 핵 시험 자체가 평화와 안전에 대한 위협으로 된다면 우리보다 10배 이상의 핵 시험을 진행한 프랑스의 행동은 무엇으로 정당화하겠습니까? On sait très bien ce que c'est que la stratégie de la dissuasion nucléaire, c'est qu'effectivement, quand on a la bombe atomique, on risque plus d'être sous la menace d'une attaque atomique, hein, voilà, et même sous la menace d'une attaque tout court d'ailleurs, et ça s'est démontré effectivement par la situation française depuis des années, aussi d'ailleurs par la situation indienne, pakistanaise, chinoise, russe, américaine, et donc nord-coréenne aussi. La Corée du Nord affirme ce matin dans une annonce à la télévision officielle avoir testé la bombe H. Avec succès, se réjouit la présentatrice. Une bombe H, c'est-à-dire une bombe à hydrogène thermonucléaire, comme celle-ci.
C'est d'ailleurs la première fois que l'on voit le numéro 1 nord-coréen Kim Jong-un photographié à côté d'un engin métallique présenté comme une bombe H destinée à être installée sur un missile à longue portée. Cette bombe est beaucoup plus puissante qu'une bombe atomique ordinaire. D'ailleurs, ce matin, l'essai nucléaire a provoqué un séisme d'une magnitude de 6,3. Toutes les agences géologiques de la région l'ont enregistré. Il a eu lieu au nord-est du pays. Cet essai est probablement le plus puissant et ce qui change aussi, c'est que la Corée du Nord a expliqué qu'elle était capable de le miniaturiser et de le placer sur un missile intercontinental. Et on se souvient que cet été, la Corée du Nord a procédé à 2 essais de missiles qui pourraient toucher les États-Unis. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le régime nord-coréen, qui est représenté par le troisième Kim, mais qui est un pouvoir collégial d'un pays à la fois nationaliste et socialiste, c'est pas du tout une stratégie délirante. Ils savent très bien que dans ce nouveau contexte mondial, où on a les États-Unis qui menacent directement la Russie et la Chine, qui sont en fait partenaires, ils sont finalement protégés dans leur démarche nucléaire de manière discrète, même si ça se voit pas aux réunions de l'ONU et du Conseil de sécurité, parce que tout ça c'est des discussions de faux cul. Ils sont en réalité, les Nord-Coréens, couverts discrètement par la Russie et la Chine, qui ne fera rien contre eux. Et face à ça, finalement, donc à ces essais atomiques nord-coréens qui prouvent qu'ils ont été capables par eux-mêmes et par leur haut niveau de compétences scientifiques d'arriver à fabriquer la bombe, ce qui est très respectable. Ils savent très bien que Trump peut aboyer tant qu'il veut, et aboyer d'autant plus sur la Corée qu'il a laissé Poutine liquider Daesh en Syrie. Hein. Il y a aussi peut-être un peu un jeu de Trump. Hein. C'est aussi un très bon acteur, et tout sauf un crétin à mon avis, et un type qui essaie quand même, malgré tout, de faire ce qu'il peut par rapport à ce qui était son programme électoral, qui n'était pas du tout d'aller attaquer la Corée du Nord, parce qu'il voulait manger un hamburger avec le maréchal, le président. En réalité, Trump gueule, mais ne peut rien faire, comme l'a d'ailleurs bien dit Lavrov. По Ираку американцы ударили исключительно потому, что у них была стопроцентная информация, что не осталось там никакого оружия массового уничтожения. Но вот и дальше эта мысль развивается в следующем направлении, уже в направлении Северной Кореи. По Корее американцы не нанесут удар, потому что они не то что подозревают, они знают точно, что у них есть ядерные бомбы. И президент Путин не раз, обращаясь к этому вопросу, говорил, что невозможно себе представить, что у американцев или у кого-то еще есть стопроцентная информация обо всех без исключения объектах. Понимаете, это... Я сейчас не защищаю Северную Корею. Я просто говорю о том, что с таким вот анализом согласны практически все. Donc les Coréens sont très intelligents et très cohérents dans leur démarche. On est dans tout sauf dans un régime de tarés. Hein, voilà. Hein. C'est plutôt Trump qui fait un numéro de guignol un peu pitoyable. We will have no choice but to totally destroy North Korea. Et les médias qui se ridiculisent une fois de plus en étant que les tapins de l'idéologie dominante et en ne faisant absolument pas leur travail d'analyse sérieux. Voilà. Donc, je suis allé 2 fois en Corée, pas du tout parce que je suis un mec hyper courageux au moment où on risquait une attaque atomique. J'y suis allé parce que j'avais fait cette analyse que les Coréens ne risquaient rien sur le plan d'une attaque imminente. Et je peux vous dire que quand j'étais en Corée du Nord, j'y étais 2 fois, il n'y avait aucune alerte et aucune militarisation à Pyongyang. Les Coréens du quotidien et le régime se comportaient comme si la paix était certaine. Hein, voilà. Donc, ce qui veut dire que les Coréens sont tous, en termes d'intelligence stratégique, de vision diplomatico-militaire, sont tous sauf des couillons. Hein, ils ont une fenêtre et ils en profitent et ils se dotent de la bombe atomique et ils ont parfaitement raison. Ça cache quelque chose. Moi, je dis que ça cache quelque chose. Si on veut creuser un peu plus loin, ce qui est en jeu derrière l'affaire nord-coréenne, c'est effectivement
le rôle des Américains dans la mer de Chine et effectivement la question chinoise en réalité. C'est que les Américains sont, à travers la Corée du Nord, montrent un aveu d'impuissance en réalité face à la montée de la Chine. Les places financières asiatiques dans le vert. Lundi, le nouveau tir de missiles nord-coréen ne semble pas avoir eu d'impact sur l'ouverture des marchés. La Chine demande aux États-Unis de ne pas lier le dossier du nucléaire nord-coréen aux discussions sur le commerce entre les deux puissances. Une réaction qui fait suite au tweet de Donald Trump qui accuse Pékin d'inaction face à Pyongyang. Nous estimons que le problème du nucléaire nord-coréen et celui des échanges commerciaux sino-américains sont deux sujets distincts, appartenant à des domaines complètement différents. Pour finir sur cette question, en réalité, aucun pays de la région ne voulait d'une intervention américaine en Corée du Nord. Les Coréens du Sud ne le veulent pas, parce qu'effectivement, leur capitale, Séoul, est à portée de missiles balistiques, même traditionnels, de l'armée nord-coréenne, bien que les Coréens me disent qu'ils attaqueraient jamais la Corée du Sud, parce que c'est leurs frères, et qu'eux sont pour la réunification des deux Corées, comme le sont d'ailleurs les Sud-Coréens, c'est les Américains qui empêchent ça. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. En quelques mots, l'administration Bush anéantit des années d'efforts de rapprochement nord-sud. Aussitôt, Pyongyang retrouve ses réflexes de forteresse assiégée. Je rappelle que la Corée du Sud est une base militaire américaine qui menace en permanence la Corée du Nord et pas l'inverse. Les Coréens du Nord ne menacent pas les États-Unis d'Amérique. Faut bien le rappeler. Qui menace qui systématiquement. Voilà. Mais ni les Japonais ni les Chinois n'ont intérêt à un conflit local. Donc les Japonais se plaignent des essais nord-coréens, mais ça leur permet d'exiger du réarmement et ça permet aux Américains de leur vendre de l'armement, donc tout le monde est content. Les Chinois qui font semblant de tancer les Nord-Coréens sont finalement très contents que les Nord-Coréens continuent de servir de zone tampon entre la Corée du Sud, qui est une base américaine, et la frontière chinoise directe. Alors Pékin applique bien les nouvelles sanctions des Nations Unies, limitant les importations et les exportations, surtout de pétrole vers la Corée du Nord. C'est un prix non négligeable, mais ce qui inquiète le plus l'Empire du Milieu, c'est sa perte d'influence envers son voisin et surtout de perdre son rôle de gendarme de la région au profit des Américains, car ce que redoutent le plus les Chinois, c'est une chute du régime de Pyongyang, ce qui voudrait dire à terme une réunification des deux Corées et donc, Leïla, des Américains à la frontière. Donc en réalité, dans la région, tout le monde a intérêt à ce que la Corée du Nord perdure. Et pour qu'elle perdure, il faut qu'elle ait la bombe atomique. Voilà. Donc ni les Russes, ni les Chinois, ni les Coréens du Sud, ni les Japonais ne veulent en réalité qu'on touche à la Corée du Nord. Les Américains le savent et ne feront rien. Voilà. C'est la conclusion. Et c'est ce qu'auraient dû dire les analystes sérieux quand j'ai entendu tous les connards et les bouffons à Légion d'honneur parler de la Corée du Nord. Les régimes qui sont claquemurés mentalement, qui sont dans une forme d'autarcie, d'enfermement mental, tout en gesticulant intelligemment, à certains moments, il peut y avoir une sublimation de l'apocalypse. Comme si c'était l'Ouganda, l'Ouganda d'Amin Dada. For I am the world's strongest general. Ask my soldiers. Ask those who have had the honor of boxing me. Ask my wives. Donc j'ai fait un petit résumé sur la Corée du Nord et j'annonce que j'y retournerai une troisième fois, que je soutiens ce très beau pays insoumis et non aligné, national, socialiste, asiatique. Voilà. Synthèse ultime, et pour aussi continuer à vous faire partager ma réflexion qui évolue et qui progresse à mesure des événements, puisque la catégorie sur laquelle on travaille, c'est l'histoire, qui est quelque chose en devenir, une catégorie autoproduite en transformation permanente. On voit bien par l'élection de Macron et on voit bien par ce qui se passe en dehors de la France qu'il y a une marche vers ce qu'on appelle le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial que j'appelle l'empire. Et que cet empire, comme je l'ai dit, procède dans sa marche vers la domination par le chaos. Chaos par la destruction des nations, chaos par la racialisation des rapports sociaux. Cette marche de nouvel ordre mondial par le chaos procède par deux
par deux chemins qui correspondent à deux, on va dire, ce qu'on appelle les supermaçonneries, par deux réseaux d'hyperclasse, mais qui sont deux réseaux un peu concurrents, qui ne sont pas fusionnés, hein, mais qui concourent vers le même résultat. C'est-à-dire qu'ils ont le même objectif, et c'est un peu comme deux équipes, hein, un peu comme la gauche et la droite, qui sont tous les deux au service finalement de la domination, mais tantôt c'est le PS, tantôt c'est l'UMP, vous voyez, mais en fait, ils sont au service des mêmes. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président du CRIF. Ces deux supermaçonneries de marche en avant vers le gouvernement mondial et ce que j'appelle l'empire par le chaos, on va dire que c'est le chaos par le choc de civilisation, et on va dire par Daesh, c'est-à-dire par la terreur islamique, hein, et ça correspondait au réseau auquel était affilié Manuel Valls. Il y aura d'autres attaques, des attaques d'ampleur, c'est une certitude. Et qui était le réseau des attentats, qui sont des attentats accompagnés et provoqués. Hein. Ce que je pense, c'est que c'est pas un accident. C'est une organisation qui existe depuis très longtemps, qu'on a signalée et dont personne n'a tenu compte. On met la haine dans des quartiers en difficulté, c'est intentionnel, c'est une politique, on met la haine, on repère ces enfants en détresse sociale, psychologique et sociale. On repère ces enfants, on leur offre des stages de formation militaire, à la guerre. Ce sont des groupes terroristes, c'est ça que vous faites habituellement. Non, c'est des groupes politiques qui utilisent le terrorisme comme une arme parce que c'est une arme efficace et économique. C'est pas cher. Les acteurs finaux, c'est-à-dire les petits terroristes, ne sont jamais que des manipulés. Non, mais la responsabilité, c'est nous qui l'avons. C'est-à-dire que c'est nos gouvernants, quelle que soit leur couleur, qui ont abandonné culturellement les gosses de ces quartiers et qui donc les ont soumis à des manipulateurs. Donc je trouve qu'il est tout à fait important de dire que l'immense majorité des musulmans ne sont pas coupables, mais qu'il y a une démarche totalitaire, qu'elle soit musulmane, juive, chrétienne ou laïque, il y a une démarche totalitaire qui, elle, est dangereuse. Donc ça, c'était on va dire la stratégie de domination par le chaos du choc de civilisation et par Daesh, hein, c'est le chaos par la décapitation. Et l'autre stratégie par le chaos, c'est le chaos par la décadence des mœurs. Et on va dire que c'est la stratégie LGBT contre la stratégie Daesh. Et là, on a la présidence Macron contre l'échec, on va dire, de Manuel Valls. Partout en France, des jeunes, lorsqu'ils révèlent à leurs parents qu'ils sont homosexuels, se retrouvent mis au banc de la famille, parfois brutalisés, se retrouvent brutalisés dans leur lieu de travail, dans la rue, parce qu'ils sont homosexuels. Ça, c'est une vraie cause. Et en ce moment, on est sur la domination en France par cette stratégie de la domination par le chaos LGBT. Et c'est la présidence Macron, hein, c'est-à-dire les fiottes. On avait surpris cette conversation entre l'écrivain Philippe Bézon et Emmanuel Macron. T'as une protection particulière, ce soir ? J'ai le Macao. Oui, un Macao. J'ai le Macao. Un mec qui chose du 54. Ça fait rêver sur le reste, mais... Ouais. C'est pas Valls, c'est Macron. Soyez fiers d'être juifs et français. Il faut bien comprendre cette alternance et cette concurrence des réseaux. Et c'est ces deux supermaçonneries et ces deux stratégies de domination par le chaos qui sont aujourd'hui en concurrence et qui constituent, je dirais, les deux mamelles de la gouvernance mondiale. Hein. LGBTisme, Daesh, enculade, décapitation, choc de civilisation, théorie du genre. Vous voyez ? Comprenez bien ça, c'est la nouvelle, comment dirais-je, donnée majeure qu'il faut intégrer. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Ce remplacement des stratèges du chaos de choc de civilisation sur la ligne Valls est remplacé aujourd'hui plutôt par des gens qui essayent d'étouffer un peu et d'y aller un peu moins fort sur l'anti-islamisme en apparence, hein, mais qui mettent beaucoup l'accent sur la libération des mœurs. Et ça nous donne à un moment donné, par exemple, il y avait une émission sur le service public qui était censée critiquer les débuts du quinquennat Macron, et comme par hasard, on avait le dialogue très courtois d'un pédophile de gauche et d'un pédophile de droite, c'est-à-dire de Cohn-Bendit, qui, je le rappelle, est un anti-gaulliste pédophile. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Je vois pas très bien où est sa légitimité en tant que commentateur du débat politique. J'en ai marre de ces débats, parce que c'est toujours
tout le monde joue son rôle. Et puis de l'autre côté, nous avions un autre pédophile, celui-là de droite, puisqu'il a été ministre de la culture de Sarkozy, il m'insulte d'ailleurs régulièrement, celui-là, Frédéric Mitterrand. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. C'est Michael Jackson. Donc effectivement, sous le règne Macron, nous avons comme commentateurs politiques, et nous faisons dialoguer un pédophile de gauche et un pédophile de droite. On est bien dans une logique là, non pas de banalisation de l'anti-islamisme par notamment Zemmour, qui est un peu d'ailleurs sous le boisseau en ce moment, mais de banalisation de la pédophilie, vous voyez. Et puis, si on veut aller un peu plus loin, on a eu l'intégration dans l'émission de Ruquier, je rappelle homo militant, de la folle hystérique, incestueuse, Ango née Schwartz. Je ne suis pas une femme politique. Non mais vous êtes une intellectuelle qui prend des positions. Je ne suis pas une intellectuelle. Je suis une artiste. Un petit peu, c'est la même chose, arrêtez. Non, c'est pas la même chose. Mais vous intervenez dans le débat public pour donner votre opinion, vous avez appelé à voter François Hollande, vous avez fait des choses. J'ai pas appelé à voter François Hollande. Donc effectivement, faut pas s'étonner de voir une Ango cooptée à la grand-messe du samedi soir et du service public, alors qu'elle est ouvertement folle alliée, mais protégée par le bouclier de la communauté de lumière, et effectivement, incestuée, hein. Formée pour accueillir la parole. Non mais moi, attendez, je retourne dans ma loge, c'est pas possible, moi je peux pas entendre des trucs. Qu'est-ce qui vous énerve? Non mais arrêtez. Comment on fait dans un parti politique? Mais on ne fait pas dans un parti politique la question des agressions sexuelles, enfin. On le fait avec l'humain, on le fait avec des oreilles, on le fait parce qu'on a des yeux, on le fait parce qu'on écoute. Oui, alors pour rappeler quand même ce qu'il en coûte de dire les vérités que je dis, c'est-à-dire de produire une vraie analyse au cordeau de la réalité de la domination, des rapports de force, des réseaux et de ce qui se passe réellement, c'est que en rentrant de Corée du Nord, immédiatement, les seuls comptes en banque qu'on avait, qui étaient à la banque postale, car nous avions déjà été refusés par toutes les autres banques, sans motivation, en général, c'est pour clause éthique. Hein. On vient d'être chassé sans motif de la banque postale, c'est-à-dire qu'on nous empêche d'exister par la banque. Faut oublier que la banque, c'est le vrai pouvoir, c'est le vrai souverainisme, hein, de lutter contre la banque. Hein. Si je veux élargir, je fais un rapport entre, je dirais, la vérité et la mort. Vous voyez, ça serait un vrai titre de livre, la vérité et la mort. Hein. C'est que dans un règne inversé, c'est-à-dire où les menteurs sont au pouvoir et où on est dans le règne de l'inversion accusatoire totale, c'est-à-dire que des racistes... Nous sommes au-dessus de l'histoire, nous sommes le peuple dans les nuages. Dont le but, au nom de la race, c'est la domination mondiale. Les nations du monde se prosterneront devant les Juifs. C'est-à-dire peupler l'une terre promise, mais qui prétendent être une minorité agressée et qui règne selon l'antiracisme et sur l'antiracisme. Il y a eu quelques problèmes du point de vue de qui? Donc dans un règne, on va dire, de vérité totalement inversée, le combat pour la vérité ne vous amène pas à la vie, c'est-à-dire au pouvoir et à la puissance et à l'autorité, mais à la mort. C'est-à-dire que ma marche vers la vérité est une marche vers la mort, bien évidemment. Et sur les étapes de cette mise à mort, il y a la mise à mort bancaire, c'est-à-dire la mise à mort économique, la mise à mort à la bourgeoise. N'oublions pas que le bourgeois tue d'abord par l'économique. C'est ce que je subis, moi, comme Dieudonné, depuis des années, à travers les redressements fiscaux, les condamnations à répétition, c'est-à-dire persécution fiscale, judiciaire, et en dernière instance, effectivement, physique. Mais on est bien dans cette logique-là. La vérité, aujourd'hui, c'est la mort. Et plus on se rapproche de la vérité, plus on se rapproche de la mort. Ce qui veut bien dire aujourd'hui que le pouvoir qui prétend être légitime, et donc être le pouvoir par la vérité, est un pouvoir totalement inversé en réalité. Alain Soral, c'est l'idéologue de l'extrême droite, c'est l'idéologue de la haine, c'est l'idéologue du racisme, de l'antisémitisme. Que dit Alain Soral de lui-même? Il dit quoi? Il dit « Je suis un monstre ». C'est vrai? C'est un monstre. Alain Soral est un monstre. T'as compris? Qu'est-ce qui se passe là? J'aime pas vous voir là. Tu n'as rien à foutre ici, t'as compris? Sinon ta caméra, je te dis. C'est ça la conclusion ultime. La vérité, c'est la mort aujourd'hui. D'où, comment dirais-je, la terreur de certains personnages et leur lâcheté. Peut-être Alain Soral aussi, que j'ai reçu à l'époque et qui... Maintenant, il dit des choses que je ne peux pas cautionner en le recevant. Et quelques lignes plus loin, le mot Alain Soral est écrit parce qu'Alain Soral collaborait à la revue à l'époque. Alain Soral n'était pas l'antisémite qu'on connaît aujourd'hui. Dieudonné, un antisémite, un fasciste, un négationniste, un révisionniste, un ami de Forisson, etc. Enfin, il a rien pour lui. On devrait faire fonctionner les renseignements généraux et les services secrets, parce que je défends ces gens-là, pour savoir vraiment ce qu'il y a derrière Dieudonné. Alain Soral a attaqué de façon scandaleuse Aziza, avec des arguments purement antisémites. Donc, du coup, Aziza est devenue effectivement intouchable. Mais
Maintenant, dès qu'on n'est pas d'accord avec Aziza, on est Alain Soral. Et donc, dès qu'on n'est pas d'accord, il vous traite de soralien de façon compulsive. Et moi, j'ai pas envie d'être assimilé à Alain Soral. Alain Soral, merci. Je vous en prie, et à la prochaine, si Dieu veut. Et la banque, et la LICRA.